Adrien Gygax est un écrivain suisse, vaudois. Il a grandi à Mont-la-Ville, c'est juste à côté d'ici, à quelques kilomètres. Il a vécu par la suite en région lausannoise pour effectuer ses études universitaires. Il a fait un master en psychologie sociale, tout en faisant plein de petits boulots dans la région, caissier à la Migros de Morges, vendange sur la côte, employé à Europcar, à Lausanne et à Rolles, dans la région très proche. Il a travaillé ensuite comme consultant en entreprise durant 8 ans. Et c'est pendant cette période qu'il a écrit son premier roman, Aux noces de nos petites vertus, publié au Cherche Midi éditeur en 2017. Ce récit est inspiré d'un voyage qu'il a fait à l'âge de 25 ans en Macédoine et à Istanbul. Roman d'atmosphère servi par une écriture tenue au plus près des sentiments, Aux noces de nos petites vertus, nous entraîne dans une sorte de Jules et Jim balkanique et déroutant. En 2019, il bénéficie d'une résidence à la Fondation Jan Michalski. Encouragé par la bonne réception de son premier roman, Adrien Gygax poursuit avec l'écriture de Se réjouir de la fin, un texte sur la fin de vie, une sorte de journal intime posthume, inspiré de ses visites en EMS effectuées pour les besoins de son métier de consultant. Ce deuxième roman est publié en 2020 chez Grasset. Il prend alors la décision de quitter son emploi de consultant pour se consacrer à l'écriture. Se réjouir de la fin est aujourd'hui adapté au théâtre. Et son troisième roman sortira début 2022 aux éditions Plomb. Il s'agit d'un roman philosophique qui prend à certains écarts la forme d'un essai qui s'adresse à sa génération, la génération Y. Bonsoir. Alors je vais vous lire en effet des extraits de Se réjouir de la fin, qui donc est l'histoire d'un résident de maison de retraite qui contemple les bonheurs qui sont à sa disposition en fin de vie. Et je vais vous lire quelques chapitres, quelques bonheurs de cet homme qui finit sa vie. J'en cherche un qui m'inspire un peu. Voilà. Errer au pied d'un arbre. 30 septembre 2019. Ils m'ont trouvé une chaise roulante. Ça faisait quelque temps déjà qu'ils en parlaient, mais je m'y opposais. Oh, j'aurais aimé résister davantage, mais bon, on n'a pas la force de tout défendre. Et c'est vrai que depuis le décès de Pierre, ça ne va pas fort. Je me dis qu'un homme vivant est un homme debout. Mais bon, finalement, tout bien considéré, j'ai bien plaisir à vivre assis. On s'accroche parfois trop à l'idée que l'on se fait de la normalité, comme s'il n'existait aucune autre façon de vivre que celle des valides, des gens normaux. Les aveugles veulent voir, les sourds veulent entendre, les handicapés veulent des Jeux olympiques, les petits veulent grandir, c'est humain. Moi le premier, je voulais marcher, coûte que coûte. Alors je faisais de tout petits pas, piétinais de patience, appuyé sur 2 cannes. Depuis que je suis en chaise roulante, j'ai compris une chose. Le vide qui se crée dans le corps, l'esprit le comble. La mathématique humaine est ainsi faite, elle a horreur du vide. Se développent alors des champs de perception insoupçonnés, une acuité nouvelle ou de fraîches obsessions mentales absolument fascinantes. Ce que la nature prend quelque part, elle le rend ailleurs. Avec ma chaise roulante, je me promène. Je vais où mes pieds ne me portaient plus. Souvent, je traverse le jardin et m'installe sous le marronnier. Comme je n'ai plus à me soucier de mes jambes, ni de mes pieds, j'y reste des heures. J'erre là, tout près du tronc, comme suspendu à une branche de ferraille, en apesanteur. Le marronnier est immense, ses bras s'entremêlent très haut dans une farandole de verre et de brun tiraillée par le vent, et dans son tronc, je ressens la prodigieuse puissance qu'il lui faut pour tenir debout, lui aussi. Il m'englobe tout entier. Sous la terre qui supporte mon poids, plonge ses racines. Au-dessus de ma tête foisonnent ses cheveux pleins de soleil.
Il me porte comme une mère porte son enfant. Il est mes jambes, là, tout en bas. Il est mon souffle, là-haut, où j'entends ses murmures. Il me protège du soleil, de la pluie. Ses feuilles sont ma peau, sa sève, mon sang. Mon cœur bat avec le sien. J'ai le sentiment de savoir ses chagrins et ses joies aussi. Et lui connaît mon âme et en prend soin. Il a compris qu'un homme assis a besoin de jambes de bois. Planer après la visite du docteur, entre le 1er et le 5 octobre 2019. Au petit déjeuner, on sait tout de suite qui a réussi à en obtenir et qui a échoué la veille. Les heureux élus ont des airs étranges, des tronches comme fissurées de plaisir. On les voit un peu virevoltants, leur névrose habituelle semble soudain supportable et même un peu charmante. C'est qu'ils reviennent de loin et sont trop épuisés pour être tout à fait eux-mêmes. À moins d'être très mal en point ou très malins, ces nuits voyageuses se négocient une fois par mois, lors de la visite du docteur. Il s'agit d'énumérer ces douleurs avec juste ce qu'il faut de sérieux. Non que ces douleurs-ci en particulier nous fassent souffrir, elles sont ni pires ni meilleures que les autres. C'est juste que la visite du docteur est notre seule chance pour que Morphée vienne avec sa petite sœur le soir venu. Morphine est petite, ronde, blanche et légère. C'est notre fée à nous, une étincelle dans une nuit sombre, un petit miracle. Il se raconte que certains se seraient battus pour elle et que d'autres auraient tenté de la dérober. Alors, quand le docteur nous en fait gracieuseté, on ne perd pas une seconde et on la chevauche le soir même, tout entière. Il faut nous comprendre, on n'a plus la vie devant nous, donc pas de nuit à perdre. Et alors là, mon Dieu, Morphine s'occupe de tout. D'un geste vif, elle dresse son drap blanc sur toutes nos douleurs, nos craintes, elle comble nos plus petites et fragiles aspérités. Tout devient blanc et léger comme les dernières neiges. L'univers entier se pare d'une lumière opalescente. Et on se sent bien, si profondément bien qu'on croit être arrivé là où on n'a jamais cessé de vouloir aller. La blancheur devient alors le plus merveilleux des objets de contemplation. On n'a jamais vu un blanc si pur et si éclatant. Il est splendide, munificent, remarquable. Ah, qu'il était patent, ce blanc, et si majestueux. C'est un blanc tout à fait formidable, vraiment. Il devient impossible de différencier ce blanc de soi. On devient cette lumière immaculée, ce bonheur parfait. Et quand revient la lumière de notre monde et ses rayons jaunes et rouges du matin, le blanc vire au beige, puis au gris. Les ombres transpercent le drap blanc de Morphine qui s'enfuit avec Morphée, et reviennent les douleurs enfouies, les angoisses tapies dans les recoins de notre âme. Il faut alors redescendre, fouler les sols froids du bloc de béton et se traîner jusqu'au petit déjeuner. Alors en bas, attablés dans la lueur grise des néons, on fait le compte. On essaie de savoir si l'un de nous est resté là-bas. Chacun descend lentement, les visages sont contrastés, et on attend toujours le dernier avant de commencer à manger. On espère qu'un jour, l'un de nous sera parvenu à y rester. Ça nous donnerait de bonnes raisons de croire au paradis. Aimer encore, 6 octobre 2019. Aimer, voilà bien une chose sans fin. De tous les sentiments, celui-là me semble le plus robuste, le plus solide. Il résiste à tous les drames, toutes les défaites, toutes les humiliations, tous les bombardements de la vie. Rien n'en vient à bout, jamais, car l'amour est la plus agile de nos affections, celle qui se transforme le mieux sous la contrainte du temps, qui survit à tous les âges. En premier, on aime devant soi,
comme on aime la vie lorsqu'elle commence et promet 1000 aventures. On jette notre amour dans le merveilleux futur et sa chorégraphie de promesses. Cet amour est infini et peu exigeant. Il lui suffit d'un signe, d'une espérance. Il naît d'un soupir et s'envisage comme une éternité. Pourquoi pas? La vie est longue, la vie est belle. Puis l'amour grandit, comme nous. Il dure, un peu, s'alourdit d'un passé, laisse une trace derrière lui, s'offre une mémoire. Doucement, on prend plaisir à aimer les souvenirs et à se souvenir de l'amour. Alors on aime toujours devant soi, mais aussi derrière. Voilà comment se dresse l'amour au milieu de la vie, sur ses deux pieds, l'un devant, l'autre derrière. Il est fort comme ça, il est beau comme ça. Et quand l'amour vient à boiter, c'est toujours du pied qu'il lance devant. Le voilà soudain moins capable d'envahir l'avenir, de se projeter dans l'éternité. C'est qu'il connaît enfin les lois de la vie. Il sait que le passé finira par peser 1 tonne et éclipser le futur. Alors il prend appui sur 1000 souvenirs, se couche dans les albums photos, il descend dans le cœur en passant par le lobe temporal. C'est ainsi qu'au décès de Nathalie, mon amour était prêt. Il s'était déjà tourné vers le passé, se réjouissait de fouiller parmi les souvenirs. La mort ne vient pas à bout des sentiments. Au contraire, elle est l'occasion d'aimer encore, d'aimer en mémoire. On a le cœur assez grand pour y ranger tous ses souvenirs et les aimer comme le présent. Il me suffit de descendre en moi pour aller chercher tout ça, comme de vieilles bricoles, et les remonter à la lumière du printemps pour les admirer. Et mon amour ne cesse de grandir. Il se gonfle de tout ce que ma mémoire comporte de beaux souvenirs. Il englobe maintenant mes autres amoureuses, celles de l'enfance. Il me rappelle Sonia, Rebecca, n'exclut aucune passion, ravive toutes les flammes. Il m'apprend qu'on ne cesse jamais d'aimer une femme, quoi qu'exige la suivante. On l'aime différemment, à rebours, en arrière, mais il y a une place pour elle. Et aujourd'hui, j'aime encore. J'aime à nouveau. L'amour me joue son dernier tour. Elle s'appelle Maryse, a de petits yeux gris plissés comme une précieuse étoffe, et j'adore cette façon qu'elle a de nouer son foulard. Je l'aime en plus de toutes les autres. Je l'aime d'une façon nouvelle, unique. Je l'aime sans aucun passé et sans aucun futur. Je l'aime sans perspective, sans importance, dans un présent d'une rare intensité. Je l'aime sans histoire. On y prend presque goût, au bout d'un moment. Alors, regardez les autres manger, 22 mai 2019. Quand vient midi, tout s'agite dans le bloc de béton. Les portes s'ouvrent, quelques visiteurs pénètrent dans la grande salle à manger, les vieux descendent, même les plus mal fichus. Chacun prend place, en fonction de ses affinités et de ses habitudes. Une feuille de papier sur la table nous renseigne sur le menu du jour, quelques commentaires résonnent, ça et là. La dame portugaise aux cheveux teints ajuste les serviettes de quelques-uns, impose le bavoir à d'autres. Personne ne résiste, on attend juste notre assiette. Avec François et Pierre, on a la table dans l'angle, près de la grande fenêtre. Eux préfèrent tourner le dos aux autres vieux, sinon ça leur coupe l'appétit. Et moi, par le reflet qui se découpe dans la vitre, je guigne et je vois ce cirque grandiose. Les vieilles têtes blanches et hirsutes qui vont aux assiettes de soupe, comme de gros cotons ouatés qu'un peintre tremperait dans de petits pots de couleur. François prétend que je ne connais vraiment rien à la peinture. Le plus grandiose est le silence. Ça fait comme une procession, un moment très important, presque spirituel. Oh, personne ne s'en plaint. On a tous trop souffert des repas dominicaux et de leurs effusions bruyantes, de ces tunnels de bruit qui traversent la table et bourdonnent entre nos oreilles. Vient un âge où la vie doit se faire doucement silencieuse. Alors, à midi, dans le bloc de béton, personne ne parle.
Chacun est avec lui-même, la conscience est pleine et entière, la concentration extrême. En y prêtant attention, on entend les corps se remplir. Entre les tintements du métal contre les dentiers, un bruit perce le silence, comme un bourdonnement de vie, quelque chose de puissant, de profond. C'est un mélange de grognements et de contractions musculaires à peine audibles. Je crois qu'il s'agit du rassasiement, de la satisfaction, du plaisir que prennent tous ces carnivores à manger un bout de viande, de fromage ou de pain. Et c'est un bruit d'une grande beauté, car il sonne comme une farouche envie de vivre. C'est vrai, on voit notre corps se défaire, se réduire et perdre de la hauteur, de la solidité, du poids, de la mobilité, de la souplesse. On ne fait que perdre. Alors quand vient l'heure du repas, l'heure de gagner, c'est comme une revanche. On s'en prend à toutes ces choses parties avant nous, hachées, cuites, bouillies. On se jette dessus comme des lions, et on se rappelle qu'on est encore et toujours au sommet de la pyramide animale, et que vieux ne veut pas dire mort.